First shot, August 1999. Final shot. What are we in, July? July 2003. Could this be the longest day of my life? Alors oui, il est possible que je radote de temps en temps dans cette nouvelle chronique. Mais vous commencez à me connaître maintenant, et généralement quand j'aborde un sujet populaire, c'est que j'ai une petite pierre à ajouter à l'édifice quand même. La réputation et l'aura de la trilogie Le Seigneur des Anneaux est aujourd'hui indescriptible. Et la question que je me pose, c'est pourquoi? Alors oui, vous allez me dire que les films sont incroyables en termes d'action, de charge émotionnelle, de réflexion, d'ambition artistique, mais au final, des films ambitieux, il y en a eu plein. Et il y en a eu pas mal qui se sont plantés. Mais pas ces trois films-là, qui ont absolument tout raflé. La puissance de la fantaisie est telle que tout ce qu'elle effleure de près ou de loin se transforme en or. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Peter Jackson aura même l'audace de révolutionner le genre et le cinéma de divertissement par la même occasion, avec un univers qui avait déjà posé d'énormes bases. Du coup ici je vais plutôt me concentrer sur les films, tenter de vous expliquer les origines de leur création et les analyser un par un. Mais avant parlons quand même rapidement du créateur de cet univers et de ce qui l'a poussé à imaginer une telle épopée. Tolkien a toujours été un homme de lettres, un professeur fasciné par la philosophie, par l'histoire, et surtout par l'étude des langues. Il en parlait une douzaine, modernes et anciennes. C'est ce qui le pousse à écrire en premier lieu, la possibilité de pouvoir créer des langues. Et aujourd'hui on sait qu'il a réussi avec brio. Mais le jeune homme a surtout connu le chagrin et la guerre. Il perd ses parents très tôt et voit bon nombre de ses amis périr sur le champ de bataille durant la Première Guerre mondiale. Il va revenir de la guerre transformé et surtout inspiré par les horreurs qu'il a vues et qu'il a vécues. C'est à cette époque qu'il commence à gribouiller ce que sera le Silmarillion. Après la guerre, il devient professeur de langue à l'université d'Oxford, et un jour il pense et écrit une phrase qui lui trotte dans la tête, une phrase très simple. Dans un trou vivait un hobbit. À partir de là, il va commencer à façonner un univers autour de cette simple phrase, et c'est comme ça que naît le roman pour enfants intitulé sobrement Le Hobbit. Le livre paraît en 1937 et c'est un succès inattendu. Bien sûr, les éditeurs ne tardent pas à demander une suite, et l'auteur va alors repenser et étoffer son univers. L'anneau magique que trouve Bilbon dans Le Hobbit va devenir l'anneau unique, une arme surpuissante forgée par le Seigneur des Ténèbres, Sauron. Voilà autour de quoi va graviter ce nouveau roman titré Le Seigneur des Anneaux. Pour parfaire son histoire, il s'inspire des siècles de folklore, romains, grecs, celtes, nordiques, qui ont pour la plupart des récits évoquant des anneaux magiques, source de convoitise. La légende arthurienne, la saga Volsunga, le poème Beowulf, il va piocher dans toutes ces histoires, sans oublier bien sûr sa propre histoire et son expérience. Après la guerre, Tolkien est convaincu que la recherche de pouvoir pouvait corrompre même le cœur le plus pur, qu'elle était un mal qui pouvait ronger l'esprit des êtres humains. Il va insérer cette vision au plus profond de son récit, et après plus de 10 ans d'écriture, les 1000 et quelques pages du Seigneur des Anneaux sont prêtes à être imprimées. Le roman est divisé en 3 pour des raisons économiques, et le résultat est à la hauteur des attentes. Le Seigneur des Anneaux devient un monument de la littérature. La difficulté à appréhender l'œuvre offre un vrai sentiment de récompense au lecteur, qui s'il arrive à se plonger à corps perdu dans cette histoire, n'en ressortira pas indemne. Mais le succès inattendu, il provient surtout des États-Unis durant les années 60, où la jeunesse du pays va s'accaparer le roman et en faire un symbole de la contre-culture. Le truc c'est que Tolkien il est pas super d'accord avec ça. Il est plus du genre conservateur, et les hippies c'est pas son truc. Malgré le fait que son récit mette en avant l'orthodoxie et renie toutes sortes de modernisations, les jeunes américains adeptes de la non-violence y voient un exemple de pacifisme et d'anticonformisme. Parce que justement, malgré l'action et l'aventure, la grandeur de la quête et le sérieux de la menace, les héros de cette histoire sont des hobbits, des créatures pacifistes, qui vivent de leur récolte, en marge de la société, au jour le jour, sans oublier qu'ils passent leur temps libre à fumer de l'herbe. Donc oui, on peut dire facilement que les hobbits sont des hippies. Mais au-delà de ça, c'est leur vision du pouvoir qui est populaire auprès des lecteurs, car pour eux, le désir de pouvoir est simplement inexistant. Tout ce qu'ils recherchent, c'est la paix et la tranquillité. C'est pour ça qu'ils sont le plus à même à porter l'anneau. Prenez Bilbon dans le Hobbit. Il se fait offrir une épée elfique pile à sa taille, qui peut couper et transpercer n'importe quoi. Pourtant, quand il faut éviter de se faire manger par des trolls, un dragon ou encore Gollum, il ne se sert ni de ses bras ou de son arme, mais de sa ruse, en piégeant ses ennemis à coups de tirades, de compliments et autres devinettes. Pas étonnant donc que la jeunesse non violente du baby-boom s'accapare le récit de Tolkien. Mais il n'y a pas qu'eux qui veulent s'approprier cette histoire incroyable. Forcément, le deuxième livre le plus lu du XXe siècle, après la Bible, allait attiser toutes les convoitises. Et c'est là que l'auteur va commencer à recevoir pas mal de demandes d'adaptation. La demande la plus farfelue provient des Beatles, qui dans les années 60 voulaient adapter l'œuvre au cinéma et y jouer les principaux protagonistes. Le tout réalisé par Stanley Kubrick. Le projet est finalement annulé après que le réalisateur ait refusé et que Tolkien ait mis son plus gros veto de l'histoire, parce que comme je vous l'ai dit, il faut pas oublier que les hippies c'est pas son truc.
L'œuvre a eu le droit à différents feuilletons radiophoniques sur les antennes de la BBC, notamment supervisés par Brian Shibley, qui va faire un assez bon boulot sur l'adaptation. Un travail qui va grandement influencer Peter Jackson dans les choix narratifs de sa trilogie. Par exemple, il choisit instinctivement Ian Holm pour jouer Bilbon, car c'est lui qui prête sa voix au personnage de Frodon dans l'adaptation radiophonique. Le film d'animation de 1978 est également à notifier, puisque malgré bon nombre de défauts, il reste encore aujourd'hui apprécié par pas mal de monde. Puis on a Hobbit, une série TV de 9 épisodes sortie en 1993, qui existe quoi. Oui, on va juste dire qu'elle existe. Mais pour qu'un projet d'envergure soit envisagé, il faut attendre qu'un néo-zélandais adepte des films gore maison et un peu fou sur les bords se dise qu'il peut adapter l'inadaptable sans jamais douter une seule seconde. Et force est de constater qu'il n'y avait pas de quoi douter. Alors je vais pas vous assommer avec un historique Wikipédia interminable sur l'énorme genèse de ce projet. Si vous voulez connaître tous les détails, je vous renvoie vers les appendices disponibles sur les éditions Blu-ray et DVD. Non seulement c'est passionnant, mais en plus ça va vous permettre de posséder les films en support physique, et je le répéterai jamais assez, mais il faut posséder ces films en support physique. Bref, je m'égare. En gros, pour vous résumer tout ça, après la sortie de Fantôme contre Fantôme en 1996, Universal veut confier le remake de King Kong à Peter Jackson, un de ses rêves d'enfant, qu'il finira par concrétiser en 2005. Mais quoi qu'il en soit, à la fin des années 90, le projet est annulé. Seulement Jackson conserve cette énergie et veut la transférer vers un autre projet aussi fou qu'ambitieux, réaliser Le Seigneur des Anneaux pour le cinéma. À partir de là, Peter Jackson arrive à convaincre Miramax de débloquer 75 millions de dollars afin de produire l'adaptation du roman de Tolkien en 2 films. Mais la compagnie des tristement célèbres Weinstein va vite se rendre compte que ça va leur coûter beaucoup plus. Donc ils finissent par jeter l'éponge et en moins d'une semaine, Peter Jackson parvient à convaincre la New Line, qui, emballée par la vision du réalisateur, suggère de produire 3 films. C'est sans doute un des derniers grands coups de poker d'Hollywood, qui aujourd'hui ne s'aviserait certainement pas de prendre un tel risque. Parce que le risque ici est bien réel. Peter Jackson est inconnu du grand public à cette époque. C'est juste un gars qui a réalisé des films gore maison. Du coup, a-t-il ce qu'il faut pour mener un tel projet? Eh bien, spoiler, oui. Peter Jackson découvre l'univers de Tolkien à 17 ans avec le film de Ralph Bakshi, qu'il va beaucoup apprécier, mais l'histoire du film étant incomplète, il va se diriger vers les 3 livres et les cassettes de l'adaptation radiophonique. Évidemment, à cette époque, il est très loin d'imaginer qu'il sera celui qui aura l'honneur de magnifier l'œuvre de Tolkien sur grand écran. À cette époque, il n'est qu'un petit réalisateur perdu au fin fond de son île, mais qui ne manque pas d'ingéniosité. Amoureux du cinéma et des effets pratiques qu'il va expérimenter brillamment dans ses premiers films comme Meet the Feebles, Bad Taste ou encore Brain Dead. Des films fauchés certes, mais c'est ce manque de moyens qui leur offre leur singularité. Le jeune réalisateur et son équipe doivent faire preuve d'ingéniosité pour rendre leur univers crédible, et ça ne va pas passer inaperçu puisque certains studios d'Hollywood sont assez impressionnés par la mise en scène et les techniques visuelles du réalisateur, et c'est comme ça qu'il est amené à réaliser Fantôme contre Fantôme avec Michael J. Fox. Le film n'a pas le succès escompté, mais Peter Jackson prend conscience à ce moment-là que le numérique est l'avenir du cinéma. Le film possède plus de 400 plans truqués, un record à l'époque. Surtout pour les 14 infographistes qui travaillent chez Weta, qui devient par la suite Weta Workshop et Weta Digital, les 2 entreprises qui ont donné vie à la Terre du Milieu et qui passent de 14 infographistes en 1996 à plus de 800 en 2011 durant la production du Hobbit. Bref, Jackson sait que désormais l'univers de Tolkien peut naître sur les écrans. Et c'est dans son pays natal, la Nouvelle-Zélande, que va se dérouler un des tournages les plus fous de l'histoire du cinéma. On est tous d'accord pour dire que le casting de la trilogie est parfait, et pourtant, il aurait pu être totalement différent. Uma Thurman avait été choisie pour incarner Éowyn, mais elle refusa le rôle car elle ne voulait pas être séparée de sa famille aussi longtemps. Sean Connery aussi refusa le rôle de Gandalf car il ne croyait pas au projet, une décision qu'il a mûrement regrettée par la suite, acceptant même de jouer dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires par peur de voir passer sous son nez une autre franchise à succès. Pas le meilleur choix non plus. Pour Aragorn, c'est Daniel Day-Lewis qui est le premier choix. Nicolas Cage est également contacté, puis Russell Crowe, mais c'est finalement Stuart Townsend qui est choisi par le réalisateur. Il passe des mois à s'entraîner à l'épée, mais est finalement remplacé au dernier moment car jugé trop jeune. Ça a dû piquer son ego pour sûr, mais quand un certain Viggo Mortensen arrive seulement quelques semaines avant le début du tournage, l'évidence saute aux yeux, il est Aragorn. L'acteur apprend à manier une épée très rapidement, la langue elfique encore plus rapidement, lui qui parle couramment plusieurs langues, dont le français. Mais surtout, il se positionne comme un leader naturel sur le tournage, attentionné avec l'équipe, très investi et d'une gentillesse rare. Voici d'ailleurs une anecdote qui le confirme. Viggo's one of those people who is really down to earth, and I know that he was amazed at Jane's writing on Florian and Jane Abbott's writing.
At the end of the shoot, I remember Jane saying one day, "Oh, I wish I could buy that horse, but he's an expensive horse, being a stallion." You know, the simple fact of the matter was there was someone else who wanted that horse, someone higher up in the department, and she didn't think she was going to be able to. And I mean, Vigo heard about this, and so he said, well, I'll bid on him for you. And then I've still got the message saved on my phone where he says, hey Jane, good news, I've got Florian, you know, you can go and pick him up at the end, you know. He's at the farm, you can go and pick him up. And it was just like, oh my God. And I rang him and I said, thank you, that's brilliant. You know, how much do I owe you? You know, thanks so much for doing that. And he says, no, I want to give him to you. So I'm incredibly lucky. La trilogie est entièrement tournée entre octobre 1999 et décembre 2000, plus les reshoots, notamment pour les versions longues, entre 2001 et 2004. Une œuvre constamment en mouvement, à tel point que le dernier plan pour Le Retour du Roi est tourné plusieurs mois après la sortie en salle et après avoir remporté l'Oscar du meilleur film. We've already won the Academy Award for this film. We don't need to get all kind of funny about it, do we? That's the best thing to do. Win the Academy Award for Best Movie before you finish shooting the last shot. That's kind of the best way to do it, isn't it? Et ça peut paraître controversé comme méthode de travail, mais c'est comme ça que fonctionne Peter Jackson depuis son premier film, entre organisation minutieuse et nonchalance. Ici, l'œuvre est colossale. Des années de production, 150 lieux de tournage, tous les accessoires des 3 films sans exception sont fabriqués, soit 45 000 pièces rien que pour le premier film, des kilomètres de bobines, des kilomètres de cottes de mailles, des kilos de prothèses et autres pieds de hobbit, le tout réparti en 7 équipes de tournage qui tournaient parfois en même temps. Et pourtant, Peter Jackson aborde tout ça comme il l'a fait sur son premier film, c'est-à-dire, et n'ayons pas peur des mots, à l'arrache. The scene with Legolas fighting the Haradrim, he climbs up the Mamakill and he's got to grab these guys out of the tower and they're charging at him. And we'd shot some stuff with Orlando when he came out for pickups, and I was just concentrating on filming shots of him. And what I'd never done is I'd never shot any close-ups of Harad jumping out of the tower with spears. I said, look, Jamie, can you just grab a spear? And he said, well, we don't have a spear in the house. And I said, well, we've got a broom, haven't we? Grab a broom. Threw a broomstick in my hand. So you can hold this as a spear. And I'd be doing these jumps out through the front door with my broomstick. And we cut that stuff into the movie, sent that back to New Zealand, and then they were able to use it as a guide and film the real Harad doing it for these last couple of shots. La production du Seigneur des Anneaux, c'est juste un gros bazar général. Et c'est pas que moi qui le dis. Pete says, we want to shoot this very important connected moment between you and Frodo. Right, okay, let's just do it. Okay, so get down on the carpet. And this was in his house. I think there's more addict torment kind of at the beginning, you know. It's a bit like, not this time, it's mine, you know, as a clarification. Okay, and action. Got away today, precious. Not this time. And I just thought, this is so typical of Lord of the Rings. 1 minute you're on the top of Ruapeu or up a volcano or in the middle of the most extreme wilderness, and then you're shooting the same scene on a velour carpet months after the finish of filming. That's movie magic. Mais c'est sans doute dans cette philosophie du « on verra au montage » que provient la force de Peter Jackson, qui amasse le plus de matière possible, qui délègue quand il le peut, et qui surtout a cette force de prendre beaucoup de recul à chaque fois, quitte à modifier les choses au dernier moment. Alors bien sûr, cette méthode a ses limites, et on s'en aperçoit surtout durant la post-production, notamment du Retour du Roi, où l'équipe va être mise sous une pression constante par Jackson, qui ne cesse de travailler au feeling, changeant quand même assez souvent d'avis et imposant des deadlines un peu trop courtes. Maintenant, c'est loin d'être un tyran, c'est surtout un passionné, et c'est pour ça que son équipe lui est entièrement dévouée, jusqu'à travailler jour et nuit afin de l'aider à tenir les délais. Le Retour du Roi n'est livré que quelques semaines avant la première mondiale. Jackson est tellement dans le rush qu'il n'a même pas le temps de voir le film en entier et le découvre durant la première. Et c'est assez dingue quand on y pense. Un film aussi attendu qui n'a au final pas été validé dans son ensemble par le metteur en scène. Ça prouve la confiance qu'il avait en son équipe, et ça prouve aussi qu'il était quand même vachement borderline. He's like, yeah, I'm looking forward to seeing the movie too. I haven't seen it. Like, what? It's like, yeah. It's like, I've been editing it, you know, I've seen pieces of it, but I've never seen the whole thing played down. Unbelievable. Au final, cette masse de travail ahurissante a fini par porter ses fruits, puisque les 3 films sont fabuleux, notamment visuellement. Et ça, on peut s'en rendre compte grâce au projecteur PL6510 de chez Acer.
C'est simple, là on est sur du haut de gamme en termes de projecteur. Et je vais le poser parce que je sens que je vais le faire tomber. Je peux vous confirmer que le rendu est incroyable puisqu'il vous propose une résolution Full HD compatible 4K. La preuve avec ces images du Retour du Roi en 4K que j'ai filmé moi-même. La luminosité est aussi un point fort parce que la source de lumière LED dure jusqu'à 8 fois plus longtemps qu'un modèle avec lampe, mais en plus elle consomme 30% d'énergie en moins qu'un projecteur basique, et le tout avec une durée de vie de 30 000 heures en écho. En le testant sur plusieurs films, j'ai vraiment pu me rendre compte à quel point c'était agréable à l'œil, très fluide. Ça sublime l'image et ça rend vraiment honneur aux œuvres que vous projetez. Des haut-parleurs de 10 watts sont intégrés, mais on sait vous et moi que sur ce genre de machine, il faut un équipement son de qualité. Et ça tombe bien puisque vous pouvez en brancher un sur cet appareil. L'installation est modulable via les réglages, c'est très simple à placer. Vous pouvez faire pivoter le projecteur à 360 degrés, en mode vertical, bref, tout est possible. L'achat d'un projecteur, ça demande de la réflexion, mais si vous avez tout le matos à disposition chez vous et que vous avez les moyens de vous faire plaisir, bah franchement, n'hésitez pas. Je vous conseille de foncer parce que c'est vraiment un produit de qualité qui va vous permettre de regarder vos films et vos séries dans les meilleures conditions. Donc voilà, si ça vous intéresse ou que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et en commentaire épinglé. Et quant à nous, ben retournons en Terre du Milieu. Et il est temps maintenant d'entrer dans le vif du sujet et d'analyser en détail les 3 films de la saga, afin de comprendre pourquoi ils sont toujours aussi adulés aujourd'hui. La communauté de l'anneau possède quelque chose que les autres films n'ont pas, une sorte d'innocence qui lui offre cet aspect assez unique. Oui, c'est l'opus qui ne possède pas de grandes batailles, mais ça reste le préféré de beaucoup, car c'est son unité qui fait sa force. La communauté est réunie, et elle se complète à merveille, notamment durant la scène de la Moria, où à tout moment un membre du groupe peut nous quitter à cause de la menace qui rôde, et c'est quand ça arrive qu'on se rend compte du capital sympathie qu'a ce groupe quand il est réuni. Le film a aussi cette force de présenter la Terre du Milieu brillamment. On s'étonne de découvrir des lieux, des peuples et des cultures différentes au fur et à mesure du périple. C'est un véritable dépaysement à chaque scène. Tout ça a d'ailleurs parfaitement été pensé à travers la conception de chaque peuple. On reconnaît en un clin d'œil l'univers des nains, des hommes et des elfes grâce à des éléments graphiques et une atmosphère qui leur est propre. Chaque habitation, arme et vêtements va démontrer ça. Pour les nains, on a le droit à un design très carré, rigide, de couleur terne. On ressent la solidité de leurs armes et de leurs armures. Alors que les elfes vont évoluer dans un environnement plus lyrique, plus arrondi et élégant. Et à l'inverse, on peut ressentir à travers l'écran la légèreté de leurs matériaux, la finesse de leur travail. Tout cet univers est très organique, on y croit, notamment grâce au travail sur les miniatures, véritables œuvres d'art, qui ont permis à l'univers de Tolkien de devenir palpable. Le travail d'échelle est vraiment fabuleux. Peter Jackson vient utiliser des trucages enfantins pour que l'on distingue les différentes tailles des protagonistes, et ça marche du feu de Dieu, on y croit de fou. Bon, à part quand les hobbits sont joués par leur doublure. En VHS c'est peut-être imperceptible, mais en 4K ça commence à se voir. A noter également que le gigantisme de certaines scènes est à couper le souffle. Prenez la scène où la communauté passe l'Argonas. On ressent directement la démesure des statues, et pas forcément sur ce plan, mais surtout sur celui-là. La Moria est également un exemple en termes de démesure, mais aussi de mise en scène. Parce que sur ce film, le Peter Jackson il a pas chômé. De Fritz Lang à Spielberg, il vient puiser dans ses meilleures références, mais continue de garder sa patte bien à lui. Des plans très serrés quand il faut accentuer la tension, des plans aériens ultra dynamiques pour les scènes d'action, des ralentis, un découpage très rythmé, et sans oublier sa signature, ces fameux plans larges à la longue focale qui suivent de loin l'avancée des personnages et qui va pour de bon ancrer le film dans une dimension épique. Sa grammaire cinématographique et sa structure narrative sont tellement fluides qu'on ne peut que s'investir dès les premières minutes. Le prologue va dans ce sens. On le doit à Philippa Boyens, une des co-scénaristes avec Frances Walsh et Peter Jackson. Il permet d'introduire les enjeux et de comprendre ce que représente l'anneau en quelques minutes. Le prologue est une sorte d'œuvre dans l'œuvre, et au-delà du plaisir incroyable qu'il procure à la seconde où la voix de Cate Blanchett se fait entendre, il est surtout inséré habilement pour éviter que les personnages aient à le diluer dans leur conversation au fur et à mesure du récit, ce qui aurait pu alourdir les dialogues. La communauté de l'anneau met en place des bases solides pour une histoire qui promet d'être grandiose et qui va dépasser toutes les espérances. Pas besoin de savoir qui est Tolkien pour apprécier cet univers, et c'est pour moi la plus grande force d'une adaptation. Ne pas vouloir forcément contenter les fans de l'œuvre d'origine en premier lieu, mais convertir celles et ceux qui ne la connaissent pas. Aucun personnage n'est laissé de côté, la quête du héros est limpide, et la poésie qui se dégage de l'œuvre est unique. Elle lui confère une naïveté qui va disparaître dans les films suivants, notamment le second opus qui va ancrer son récit dans une ambiance bien plus sombre. Ce qui m'a frappé en premier lieu dans les deux tours, c'est à quel point la composition d'Howard Shore fait la différence. Sans lui, le film n'aurait pas pu atteindre un tel niveau.
Le thème du Rohan est sans doute sa plus belle symphonie. Je ne saurais pas l'expliquer, mais à chaque fois que je l'écoute, elle me met dans un état de mélancolie. Elle dégage un sentiment d'héroïsme, de fierté. Bref, elle me donne envie de faire du cheval. Et ça tombe bien, puisque le Rohan est le peuple des chevaux, et il est au cœur de l'intrigue de ce second opus, Saruman voulant l'anéantir afin d'éradiquer la race des hommes, ce qui va conduire à la fameuse bataille du gouffre de Helm. Et que dire de cette séquence sans entrer dans les poncifs grossiers? C'est dur parce que c'est un tel morceau de bravoure cinématographique qui va poser les bases du climax hollywoodien des 20 années qui suivront, sans que personne n'arrive à atteindre un tel souffle épique. Au-delà de l'aspect visuel très marqué, les Uruk-hai qui arrivent sous la pluie dans cette nuit bleutée, c'est la mise en scène de Jackson qui fait la différence. Il met un point d'honneur à iconiser le lieu avec des travelling aériens, mais surtout il fait preuve d'une vraie pédagogie dans la gestion de l'espace. Parce que malgré le bordel général de la bataille et la complexité de cette structure, à aucun moment on se sent perdu dans cet environnement. On sait exactement où se passe chaque action. Et ça c'est quelque chose que beaucoup oublient de mettre en place aujourd'hui. Essayez de vous repérer dans le champ de bataille d'Avenger Endgame. Et bon courage. Certains relous vont tiquer sur la vraisemblance de l'arrivée de Gandalf et des Rohirrim, qui descendent un mur à cheval, mais c'est justement le parti pris voulu par le réalisateur, qui associe ça à une intervention divine. Puis ça permet de clore la séquence de la plus belle des manières, même si pour moi le film aurait dû se terminer avec la mort de Saruman, qui n'aurait jamais dû disparaître du montage final. Parce que bon, finir le premier opus sur ce plan et le second sur ce plan, ça génère un léger sentiment de frustration, en se disant que les deux Hobbits n'ont absolument pas avancé. Et ça va être le point faible de ce second film. Le voyage de Frodon et Sam qui va volontairement être ralenti, et qui va finir par devenir assez répétitif, notamment à travers la dualité entre Sam et Gollum. En sachant qu'en plus de ça, il faut se taper les Ents, que Peter Jackson a volontairement rendu chiant pour accentuer la frustration de Merry et Pippin, et la satisfaction de les voir enfin prendre part au conflit en fin de film. Voilà pourquoi, en termes de développement de récit, c'est pour moi l'opus le plus faible. Mais en même temps, c'était prévisible, car c'est compliqué de faire du second film d'une saga une unité qui se tient et une œuvre à part entière. J'adore les deux tours, et je comprends que narrativement c'était indispensable de séparer la communauté, afin de mettre en place des quêtes parallèles et de rendre les enjeux plus denses. Il n'empêche que je suis quand même plus friand de cette unité du premier film. Parce que là, fatalement, certaines intrigues vont être plus intéressantes que d'autres. Maintenant, même si c'est un épisode de transition, c'est quand même une très jolie transition, et un grand moment de cinéma. Les panoramas néo-zélandais sont plus somptueux que jamais, l'action est jouissive, les nouveaux personnages sont parfaitement introduits au récit, et les personnages numériques font encore effet aujourd'hui. Silverbarb, qui est d'ailleurs interprété vocalement par John Rhys Davies, l'acteur qui joue Gimli, double paye pour lui donc, tout comme pour Andy Serkis qui prête également sa voix au roi sorcier d'Angmar, en plus de donner vie à l'indémodable Gollum. Il offre une prestation démente, à tel point qu'il est passé de simple doubleur vocal à véritable interprète dont le département de Weta Digital va s'inspirer pour donner vie au personnage. Une des scènes les plus représentatives de l'indispensable travail de l'acteur, c'est ce chant contre chant, qui évoque la schizophrénie du personnage et dont la conception numérique va être calquée précisément sur le jeu d'Andy Serkis. Car oui, on ne parle pas encore de performance capture à cette époque, mais on assiste bien ici à la genèse de ce procédé. Cette fin ouverte confirme que la trilogie, comme les 3 romans de Tolkien, s'inscrit dans un tout qui constitue une œuvre unique et globale. Bien que chaque film ait leur spécificité, les deux tours se démarquant par son audace narrative et sa noirceur. Le Retour du Roi, lui, continue d'emprunter ce chemin, mais se positionne plus comme un hybride entre les styles du premier et du second film. Entre la communauté de l'anneau et les deux tours, il y a un vrai changement de dynamique. La féerie a laissé place aux ténèbres, les couleurs chaudes au ton plus froid. Le Retour du Roi, lui, va plus se calquer sur le second film, sans en atteindre sa noirceur, mais va aussi piocher dans la poésie lyrique du premier. On retrouve le trio Frodon, Sam, Gollum avec la même dynamique, qui peut paraître répétitive, mais qui dès que l'araignée fait son apparition, va prendre une toute autre tournure et va enfin entrer dans le vif du sujet, en plus de nous gratifier des meilleures expressions faciales d'Elijah Wood. Le film se construit en 3 actes, la bataille, la destruction de l'anneau et les adieux. La bataille, elle, est pensée pour être encore plus grandiose que celle du précédent film. Pourtant, malgré un effort considérable et une réussite indéniable, elle n'atteindra jamais le côté crade, flippant et organique du gouffre de Helm, et ce à cause de différents points. Déjà le fait qu'elle se déroule en plein jour, que l'action soit fractionnée au vu de la grandeur de Minas Tirith, et aussi de par ce côté fantastique très prononcé, et peut-être trop parfois.
Quand Legolas fait ça, c'est un peu too much, mais c'est vachement cool. Quand il fait ça, par contre, c'est giga too much. Maintenant, c'est pas forcément dérangeant, puisqu'à ce stade de la trilogie, on accepte à peu près tout. Même cette fin de bataille avec l'armée des morts qui est assez frustrante quand on y pense. Mettons-la en parallèle de la charge des Rohirrim et de la façon héroïque qu'ils ont d'affronter plus fort qu'eux. Au-delà de l'épicness totale du discours de Théoden et de cette charge ahurissante où la composition d'Howard Shore prend tout son sens, ce sont des petits moments qui font la différence. Le regard puissant des Homères, le courage d'Éowyn et de Merry, la peur qui se retourne contre les orques, le regard du roi quand il aperçoit les olifants et qu'il doit tout recommencer à zéro. Au-delà de l'action jouissive de cette orgie de fantaisie, c'est bel et bien quand Peter Jackson cadre les visages en gros plan et vient chercher les émotions que la magie opère. C'est grâce à ça qu'on est investi à 300%, et que quand Éowyn détruit le roi sorcier, quand Théoden meurt, on partage toutes ces émotions. Mais pourtant, d'un coup, cette bataille qui épousait jusque-là le point de vue des hommes et leur fin imminente, se termine en giga-plan large où des êtres indestructibles viennent terminer le boulot en mode « on n'avait pas d'idée pour finir ». Ça n'enlève pas grand-chose au grandiose de cette bataille, mais le contraste est dommage, je trouve. Pourtant, Le Retour du Roi est mon film préféré de cette trilogie. Déjà parce que j'aime bien quand les choses se terminent réellement, mais surtout parce que malgré son ambition de terminer en apothéose, il n'oublie pas d'insuffler de l'émotion, et il le fait comme aucun des deux autres films n'a su le faire. J'ai évoqué les Rohirrim précédemment, mais la destruction de l'anneau est aussi un moment de pure émotion. Tous les dialogues entre Frodon et Sam qui précèdent et suivent la destruction de l'anneau sont déchirants, sans oublier toutes les réactions des autres protagonistes qui pensent alors que les deux hobbits sont perdus. Ce qui fait qu'après ça, on a une scène qui, sortie de son contexte, peut paraître facilement ridicule, tout le monde qui arrive un par un au ralenti comme des cadeaux de Noël pour Frodon, mais qui pourtant dans le contexte fonctionne de dingue. On a la banane à ce moment-là. Personnellement, le moment qui me fait assez souvent verser une larme, c'est quand tout le peuple du Gondor s'agenouille devant les hobbits. À chaque fois, il y a une émotion indescriptible qui me traverse, et je ne peux pas ne pas être ému devant cette scène, malgré le fait que je l'ai vue une centaine de fois. À l'époque de sa sortie, il y a une petite controverse autour de ces nombreuses séquences de fin. Beaucoup ont reproché justement que le film ne savait pas finir. Et c'est à la fois vrai et à la fois faux. Si on prend le film indépendamment des autres, on peut avoir ce sentiment. Mais si on décide logiquement de se dire que c'est la fin d'une épopée de plusieurs heures, bah je trouve que c'est limite pas assez long. On voit même pas ce que deviennent la plupart des héros. On a passé trop de temps avec ces personnages pour accepter de les abandonner en 10 minutes. Le Retour du Roi est une fin parfaite, et complète un bloc de cohérence assez dingue quand on y pense. Parce que c'est pas évident de maintenir un tel niveau sur 3 films. Il y a peu de sagas qui y parviennent. Le fait que toute cette histoire ait été développée en même temps y est sans doute pour quelque chose. Je pense pas que je vais me faire beaucoup d'ennemis si je dis que Le Seigneur des Anneaux mérite encore aujourd'hui son statut d'œuvre culte. Voire même de chef-d'œuvre, n'ayons pas peur des mots. Une saga dans son jus, au carrefour de 2 époques du cinéma hollywoodien, qui parvient à jumeler parfaitement les anciennes méthodes et les nouvelles. Le récit est total dans son ambition, ses enjeux sont grandioses, toutes ces races qui s'unissent et font front commun contre le mal, faisant chuter le pouvoir totalitaire, libérant les honnêtes gens de la tyrannie, faisant triompher le cœur et l'esprit contre la violence, la nature contre la destruction, le respect et l'amour contre la haine et l'indifférence. Impossible de ne pas adhérer à tout ça. Et au vu du succès critique et public de la trilogie, c'est le monde entier qui va y adhérer. Internet a joué un rôle majeur dans la promo du premier film. Les blogs des fans étaient très souvent alimentés de scoops et autres photos de tournage, que Jackson laissait fuiter volontiers car il savait que ça ne pouvait qu'être bénéfique. Quand un montage de 25 minutes est projeté à Cannes en 2001, c'est la folie. La presse est sans voix. Le peu de fans qui ont réussi à se frayer un chemin sont surexcités, et la rumeur commence à se répandre. Le succès du film va être sans précédent. Et ce succès va permettre à Peter Jackson de développer des fonds supplémentaires afin de tourner des scènes additionnelles pour les suites. Et la New Line a tout intérêt à le laisser faire. C'était un risque de tourner les 3 trilogies simultanément. Mais le pari fut gagnant puisque les 3 films vont cumuler plus de 3 milliards de dollars au box-office mondial, des critiques dithyrambiques et un total de 17 Oscars, dont 11 pour Le Retour du Roi, un record absolu. Wow, look, thank you so much for the Academy and for all our... You're giving us an incredibly overwhelming night. Après ça, les versions longues vont faire leur apparition en vidéo, avec un travail toujours aussi soigné pour les insérer au film d'origine, les effets toujours supervisés par Weta, et Howard Shore qui réorchestre le tout pour faire des versions longues les versions officielles. Je pense qu'on peut facilement l'affirmer aujourd'hui. La Nouvelle-Zélande, elle, a aussi pu profiter de ce succès, doublant le nombre de touristes entre 2000 et 2005. Et forcément, avec tout ça, l'univers de Tolkien n'allait pas rester endormi bien longtemps. Et les hobbits n'allaient pas tarder à ressortir de leur trou. Nobody's ever shot 3 huge movies in a row before, and I think the most interesting thing I've discovered over the last 14 months is exactly why nobody's ever done that. Now I know, and therefore I won't be doing it again.